La pré-éclampsie, les 3 essentiels à connaître. Bonjour, je suis Virginie Terrier, cofondatrice de Fertiline. Bonjour, je suis Adva Grundmann, cofondatrice de Fertiline. Aujourd'hui, nous allons parler de la pré-éclampsie et des 3 essentiels. Il est vrai que quand on a un désir de conception, on ne pense pas forcément à la pré-éclampsie qui intervient plus tardivement dans la grossesse. Et pourtant, Virginie va nous expliquer pourquoi il est important de déjà y penser. Si vous aimez nos contenus, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions sur nos solutions, n'hésitez pas à réserver un bilan d'orientation. Une de nos collaboratrices sera heureuse de répondre à toutes vos questions. Dans cette vidéo, nous allons parler de qu'est-ce que la pré-éclampsie, mais également de pourquoi il est important de considérer cela quand on est justement dans un protocole de PMA, et troisièmement, de quel est le meilleur champ de prévention des pré-éclampsies. Qu'est-ce que la pré-éclampsie? Eh bien, pour vous l'expliquer simplement, c'est ce qu'on appelle une dysfonction placentaire, c'est-à-dire que le placenta est le tissu d'échange entre la maman et le fœtus, entre la maman et le bébé. Et ce placenta, il a plein de rôles. Son rôle, c'est par exemple de transporter l'oxygène, c'est de transporter la nourriture vers le bébé, les nutriments, les micronutriments, les vitamines, les minéraux, tout ce dont le bébé a besoin. Mais son rôle, c'est également d'éliminer les toxiques, de les ramener en fait vers le flux sanguin de la maman qui va prendre en charge leur élimination. Vous imaginez donc à quel point ce placenta est essentiel dans une grossesse, et ce placenta est un tissu particulièrement fragile et particulièrement vascularisé. Il y a énormément de sang évidemment qui circule dans le placenta puisque tout se passe par le sang. Et donc notre placenta a une durée de vie qui est conditionnée, c'est-à-dire qu'un placenta est là pour 9 mois de grossesse, normalement pas plus et normalement pas moins. Sauf que ce placenta peut subir un vieillissement accéléré, et que s'il vieillit de façon prématurée et qu'il commence à dysfonctionner, eh bien cela va avoir tendance à couper le lien entre le bébé et la maman, ce qui va avoir des répercussions chez les deux. C'est-à-dire que chez le bébé, on va avoir une restriction de l'apport en nourriture et une restriction aussi de l'oxygénation, et donc un vrai risque vital. Et chez la maman, on va avoir une augmentation de la tension artérielle, des œdèmes qui vont commencer à apparaître, et il va falloir accoucher le plus rapidement possible. La pré-éclampsie arrive au-delà de 20 semaines d'aménorrhée, donc c'est plutôt une complication de la grossesse qui est très tardive. Le risque est assez augmenté quand on a des grossesses multiples, le risque peut être augmenté quand on a de l'hypertension à la base, et quand on a aussi du diabète, ou qu'on a un risque justement de diabète gestationnel ou de déclenchement d'un diabète gestationnel. Donc en fait, il y a pas mal de choses qui augmentent le tableau de risque de pré-éclampsie, et on va en parler juste après. La prévention de cette complication de grossesse se fait de la façon, ou doit se faire de la façon la plus précoce possible. On pense même aujourd'hui que le meilleur champ de prévention serait avant la grossesse. Alors, comme vous l'avez compris, la pré-éclampsie, c'est une complication extrêmement grave de la grossesse qui arrive en fin de grossesse et qui nécessite très souvent un accouchement quasi immédiat, un accouchement très rapide. En tout cas, au début, on peut donner des traitements pour la tension, mais très rapidement, il va falloir accoucher pour préserver la vie du bébé, puis préserver la vie en fait de la maman. Il faut aussi savoir que un fœtus est viable au-delà de 25 semaines de grossesse, et que si la pré-éclampsie intervient après, on va essayer de prolonger la grossesse en fait le plus tardivement possible et de faire en sorte que l'accouchement soit le plus tardif possible. Mais dès qu'on a des signes en fait de dysfonction placentaire, il faut au plus vite mettre des attitudes en place pour prolonger ce délai, faire en sorte que le placenta dure le plus longtemps possible, qu'il soit fonctionnel le plus longtemps possible, et qu'on puisse mener la grossesse au maximum de temps, et si possible au-delà de 38 semaines d'aménorrhée. Deuxième élément, c'est pourquoi on vous parle de pré-éclampsie dans le cadre de la PMA. Tout simplement puisque certaines études ont montré que le risque de pré-éclampsie était fortement augmenté en PMA, notamment dans certains contextes. On peut avoir un risque qui est augmenté par 5, notamment quand on a des transferts d'embryons congelés, tout simplement puisque un des principaux éléments de protection pour la pré-éclampsie, c'est ce qu'on appelle le corps jaune, c'est-à-dire que quand vous avez une ovulation qui est naturelle ou qui est déclenchée, le follicule qui reste dans l'ovaire va se mettre à produire de la progestérone, ça devient le corps jaune, et ce corps jaune a un effet de protection en fait du placenta. Lorsque vous avez par exemple un transfert d'embryon congelé, souvent
vous allez avoir une substitution hormonale et le transfert va se faire sur un cycle substitué sur lequel on n'a pas de corps jaune. Ce qui fait que cette grossesse qui démarre sans corps jaune peut représenter des risques plus importants. Ainsi, si déjà vous avez un tableau familial de risques, c'est-à-dire peut-être que vous implantez plusieurs embryons, que vous avez dans votre famille de l'hypertension artérielle, que vous avez dans votre famille des antécédents de prééclampsie, des antécédents de diabète, ou que vous êtes vous-même diabétique ou en résistance à l'insuline, il serait peut-être intéressant, si vous prévoyez un transfert, de le faire sur cycle non substitué ou avec en tout cas une ovulation qui permettrait d'avoir un corps jaune. Ce serait en tout cas une discussion à avoir avec votre gynécologue puisque ça diminue quand même fortement les risques de survenue d'une prééclampsie. Donc malgré tout, la PMA et certaines pratiques en PMA peuvent représenter une augmentation du risque et ça, il faut le considérer. Mais également, si vous êtes dans une situation d'infertilité, cette situation d'infertilité peut reposer sur des facteurs tels que une inflammation chronique, de la résistance à l'insuline, des déséquilibres immunitaires, des défauts de vascularisation qui peuvent aussi être des facteurs de risque de prééclampsie. Bien évidemment, plus vous préparez votre terrain et plus vous allez prévenir ces risques de la grossesse. C'est pour ça qu'on insiste vraiment dans nos programmes sur le fait que quand vous préparez votre terrain, non seulement vous améliorez votre fertilité, mais vous allez aussi prévenir tous les risques qui sont inhérents à la grossesse et toutes les éventuelles complications qu'on pourrait avoir dans une grossesse, puisque évidemment, les antécédents médicaux, vos antécédents personnels et les antécédents familiaux, on les prend en compte. Et quand on a des antécédents qui augmentent justement les facteurs de risque de prééclampsie ou d'autres complications de grossesse telles que le diabète gestationnel, on va bien évidemment les prendre en considération et mettre en place des conseils pour les prévenir au mieux. Le troisième élément aussi, qui est un élément plutôt nouveau, c'est que en fait, on s'aperçoit au niveau de la prééclampsie que la prévention précoce est la plus efficace. C'est le cas dans plein de choses. En fait, aujourd'hui, toute la tendance médicale va dans ce sens-là. Plus on prévient tôt, et mieux on arrive en fait à prévenir toutes les complications, que ce soit par rapport à la grossesse ou les complications liées à l'âge. Dans plein de domaines, on voit ça. Et dans le cadre de la prééclampsie, c'est de plus en plus étudié. Par exemple, il y a une étude qui porte sur la complémentation, par exemple, en coenzyme Q10, qui est un antioxydant et une molécule très protectrice des cellules en général. Donc, une complémentation en coenzyme Q10 avant la grossesse et en tout début de grossesse et la prévention du risque de prééclampsie. Eh bien, on s'aperçoit que, par exemple, si on a une complémentation en coenzyme Q10 au début de la grossesse, on va vraiment améliorer, en fait, la prévention du risque de prééclampsie, ce qui n'est pas du tout la même chose si on donne cette complémentation une fois que la prééclampsie commence à s'installer ou plutôt en fin de grossesse. On sait par plusieurs études et vraiment tout ce qui a été analysé jusqu'ici que le gros champ de prévention de ces complications de grossesse, que ce soit la prééclampsie ou la plupart des complications de grossesse, ça se joue en fait avant la grossesse, en tout début de grossesse. C'est pour ça qu'il faut bien connaître votre contexte et surtout ne pas louper ce moment-là qui est un moment absolument clé pour prévenir la plupart des risques de grossesse. Et Virginie, peux-tu nous donner un exemple de prévention justement des problèmes liés au placenta ? Tout simplement, je parlais du coenzyme Q10, déjà de s'assurer qu'on a une complémentation qui soit en fait adaptée et qui permette un tissu placentaire de qualité, parce qu'en réalité, le placenta, il va se produire au tout début de la grossesse, pendant les premiers mois de grossesse, et comme tous les tissus qui vont se produire, cette production, elle dépend de plein de vitamines, du zinc, du sélénium, de la B9, de la B12, et notamment du coenzyme Q10. Donc l'efficacité de ce tissu, la qualité de ce tissu va évidemment dépendre de la qualité de ce qu'on mange en réalité, des vitamines, des minéraux qu'on a à disposition. Donc le meilleur moyen de prévention, c'est de s'assurer qu'on ait tout à disposition pour créer un tissu de qualité. Et au-delà de ça, il y a aussi toute la problématique vasculaire, parce qu'on le disait, le placenta, c'est un tissu hyper vascularisé. C'est une des raisons pour laquelle aussi il vieillit vite, parce qu'en fait, il est soumis à beaucoup d'agressions. Tous les tissus dans lesquels beaucoup de sang circule, en fait, sont des tissus qui sont vite intoxiqués en réalité. Et donc, du coup, ce tissu hyper vascularisé, il va falloir s'assurer que le sang circule bien, et si on a déjà des troubles circulatoires à la base, il peut faire sens en termes de prévention d'améliorer toute sa circulation sanguine, notamment dans les petits vaisseaux sanguins. Et il y a plein d'attitudes alimentaires pour ça. Il y a aussi des traitements médicamenteux qui sont peut-être à éviter, comme la cortisone, sauf si c'est vraiment nécessaire. Donc, il y a vraiment un champ de prévention qui est large, mais encore une fois, pour bien prévenir, il faut connaître
le contexte. Il faut savoir ce que vous faites et comment on peut améliorer en fait tout ce champ. Il y a aussi des choses qui peuvent péjorer cette situation, par exemple le stress qui peut diminuer la vascularisation. Donc apporter les choses positives, mais aussi enlever les choses qui peuvent être néfastes. Oui, ou les perturbateurs endocriniens. Exactement. Aussi, la consommation de tabac, d'alcool aussi, qui sont des molécules qui ont un impact quasiment direct en fait sur l'efficacité placentaire. Bien évidemment, il y a des grands classiques, mais on sait que pour préserver un placenta le plus longtemps possible, on a des éléments qui sont très bénéfiques, effectivement, et des éléments qui vont être très néfastes. Et c'est une histoire de balance entre les deux et de terrain, parce que malgré tout, on n'est pas tous égaux. On a des femmes qui font tout bien et qui malgré tout vont quand même avoir des dysfonctions placentaires, puisque le tissu ne prolifère pas bien, puisque le tissu est déjà en partie dysfonctionnel. On peut quand même amener le maximum de prévention là-dessus, et souvent c'est quand même des profils qu'on arrive à voir au préalable, qu'on arrive à identifier au préalable et sur lesquels on arrive à pousser un petit peu pour que ce placenta ait quand même la meilleure durée de vie possible.